Bonjour Sophie. Bonjour Christelle. Alors Sophie, tu es sage-femme et sexologue. Oui, c'est ça. J'exerce dans un cabinet libéral à Saint-Ysan-de-Soudiac, dans le Nord Gironde, et j'ai un cabinet à Bordeaux. Et de par mon engagement autour de la parentalité, je collabore avec l'Institut. Bah, c'est super parce que ça nous laisse 30 minutes pour aborder la question de la parentalité et de la sexualité. Alors nous allons voir ensemble comment conjuguer en fait sexualité et parentalité. Et puis, que se passe-t-il lorsqu'on devient parent? Je suis effectivement très contente de partager ce moment avec vous, car c'est un thème qui m'est très cher et ça fait des années que je travaille là-dessus. Comment conjuguer justement parentalité et sexualité? Alors, j'entre directement dans le vif du sujet. Donc, en préparant cet entretien, tu m'expliquais que la sexualité, c'est un élément clé du couple et puis de son bien-être personnel et du coup, eh bien, du bien-être du foyer. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer, avec ta casquette de sexologue, sur l'impact fort de la vie sexuelle du couple au sein du foyer? Alors, c'est malheureusement encore beaucoup trop tabou, la sexualité, hein, notamment au sein du couple et de la parentalité. Et souvent, les parents n'ont pas conscience que cette sexualité entre pleinement dans leur bien-être. Et le sujet est souvent pris à l'envers, dans le sens où on veut parler d'équilibre de parentalité et après, on met la sexualité. Alors que moi, je pense qu'en abordant la sexualité en premier, on peut apaiser aussi des tensions de parentalité. La sexualité est un besoin primaire, comme le sommeil, l'alimentation. Il ne faut pas oublier qu'elle nourrit notre amour de soi et Ouais. dans notre capacité à aimer l'autre. Et quand on est parent, on fait quoi? On aime l'autre. Mhm. C'est ça qui est important. Et nous restons souvent mal à l'aise par rapport à cette sexualité. Et du coup, c'est difficile d'en parler, de demander de l'aide. On n'ose pas, on a honte, on se dit oh quand même, je ne vais pas faire ça. Et c'est dommage parce que moi, dans ma pratique de sage-femme, des fois, rien que le fait d'en parler un tout petit peu, ça libère beaucoup d'émotions et ça peut apaiser et aider à évoluer. Euh, il faut se rassurer d'une chose, c'est que il n'y a pas de normalité dans la sexualité, hein. À partir du moment où elle est faite dans le respect de la personne et dans le consentement, bien sûr, il y a autant de sexualité que de personnes, il y a autant de sexualité que de couples, et chacun doit trouver sa sexualité, et chaque couple doit trouver sa sexualité. Elle est souvent mise en annexe, en second plan, alors que ce que je disais, elle est primordiale dans l'équilibre de la personne et donc du couple, puisque le couple est constitué de deux personnes. Et elle se traduit par une profonde intimité de nous-mêmes. Et c'est ça qui est difficile des fois d'exprimer, parce que c'est se dévoiler complètement dans son Ouais. intimité. Voilà. Et du coup, elle peut devenir un sujet de tension extrême dans le couple, parce qu'il faut savoir que cette sexualité, elle n'est pas linéaire, hein. On n'est pas toujours dans la même sexualité. Les événements de vie font, et puis notre évolution hein, avec l'âge, hein, font qu'il faut faire des réajustements. Hein, au même titre que en vieillissant, il y a des choses qu'on ne va plus faire. Ben, la sexualité évolue avec l'âge. Il Alors, faut Sophie, tu parles de réajustement. Là, on est dans le cadre de la parentalité. Donc, effectivement, tu dis il faut réajuster, c'est pas linéaire. Je lisais que d'après le psychologue Hugues Zimard, 9 mois après la naissance de l'enfant, la flamme du désir ne s'est toujours pas rallumée chez 35% des femmes. Et après 1 an, c'est un couple sur 10 qui n'a pas refait l'amour. Donc, tu parles de réajustement, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un changement de priorité pour les nouveaux parents? Si évidemment, l'enfant qui arrive demande beaucoup d'adaptation au couple et surtout quand c'est le premier enfant. Ça, c'est un chamboulement dans la vie. Il faut trouver un nouvel équilibre. Les parents sont dans un total inconnu et l'enfant, a besoin de ses parents. Donc, la priorité, c'est donner des soins à l'enfant. Et donc, du coup, on perd en tant que couple ses repères
l'enfant devient la priorité principale, le centre d'intérêt du couple. Et comme on est dans une société de performance, d'évaluation, de vulgarisation des connaissances, on est un petit peu on a peur, les parents ont peur, ils ont peur de mal faire, de pas bien faire, donc ils cherchent des réponses. Ils veulent être dans la perfection, dans leurs résultats, et du coup, ils oublient complètement ce qu'ils sont en fait, et qu'être un bon parent, c'est d'abord s'occuper de soi pour, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir donner de l'amour. Parce que l'enfant, il a besoin de quoi? De soins, mais il a besoin avant tout d'amour pour grandir. La société donne aussi une image de la mère un peu sacrifice, qui doit tout sacrifier pour son enfant. Mais qu'est-ce que tu mets derrière ça? Parce que j'entends ce besoin, prendre soin de soi, mais on a quand même cet enfant qui est là et comme tu disais, qui a besoin de soins. Donc, qu'est-ce que tu mets derrière cette femme qui se sacrifie? En fait, la sexualité, elle est importante pour être une personne entière. Et une mère qui va se sacrifier vis-à-vis de son enfant va s'oublier en tant que femme. Elle ne va être plus qu'une mère. Ouais. Et le problème de la personne et de la bonne santé, du bon état d'être, c'est reprendre toutes les facettes de ce que l'on est. Une femme, c'est une femme dans sa sexualité, c'est une femme dans sa spiritualité, c'est une femme qui va prendre soin de l'autre, et c'est une femme aussi dans sa profession, dans sa vie sociale. Ce n'est pas qu'une mère. Et j'ai envie de dire que l'OMS dit que la santé, la bonne santé, le bon état de santé, physique, mentale et sociale, c'est pas qu'une absence de maladie ou d'infirmité, c'est un état de bien-être complet. Il dit bien physique, mental et social. Et la santé sexuelle, c'est quelque chose d'important dans la vie, puisque c'est la possibilité d'avoir des relations sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, discrimination et violence, et dans le respect des droits des personnes. Et donc, ça rentre vraiment dans l'étiquetage de la bonne santé, ça rentre vraiment dans l'état de bien-être et de bonne santé globale, au même titre que le sommeil et l'alimentation. Mais c'est vrai que j'entends ce que tu dis et c'est vrai que tu insistes sur le fait de prendre soin de soi pour être en mesure de prendre soin des autres. Ça, je l'entends et j'imagine quand même que retrouver un équilibre entre parentalité et sexualité, est-ce que c'est lié à une période assez courte qui va être liée au postpartum, au post-accouchement? Est-ce que du coup, finalement, ce n'est pas juste réduit à cette période-là? Alors, il y a la première partie du postpartum, c'est un état vraiment très, très particulier où la femme a besoin d'enveloppement, de plus de tendresse. Il faut se sortir de la tête que la sexualité, c'est toujours la même chose. La sexualité, ça peut être des caresses, ça peut être des mots tendres, ça peut être dans les bras de l'autre. Et la femme va culpabiliser si elle ne reste pas dans ce côté maternel que la société lui a donné. Alors, il faut savoir quand même qu'autrefois, je vais faire une petite aparté d'histoire, si tu me le permets. S'il te plaît. Autrefois, donc ça date vraiment du Moyen-Âge, au moment de l'arrivée des religions et de la médecine, mais c'est intéressant de savoir d'où ça vient. On a maintenu les femmes dans la maternité parce que les hommes d'abord, on est toujours sûr que de la mère. Ah oui. La paternité, l'homme toujours à un moment donné dans sa vie se dit mais est-ce que c'est bien mon enfant? Et donc pour se rassurer d'être le géniteur de cet enfant, eh bien les hommes ont enfermé entre guillemets les femmes à la maison. Et donc, on canalisait ces pulsions sexuelles et ces envies. Et donc, la religion s'est ajoutée là-dessus en disant que le désir sexuel était démoniaque, que c'était que c'était mauvais, qu'il ne fallait pas y aller, parce que sinon, les femmes seraient parties à droite et à gauche et on ne saurait pas de qui est cet enfant.
Voilà. Et donc, on a canalisé cette pulsion primaire des femmes que l'on a maintenue à la maison. Et donc, l'homme se doit de nourrir la femme, protéger la femme pendant qu'elle fait des enfants. Et donc, on s'est retrouvé avec ce statut Dans un schéma. primordial qui date du Moyen Âge et où c'est ces racines de cette image qu'il y a en nous, c'est difficile de l'enlever. Hein, il y a toujours cette culpabilité derrière où on en parle beaucoup maintenant de l'orgasme de la femme, de la sexualité de la femme, ça commence à parler, mais c'est encore tabou. Hein, c'est encore difficile de parler du plaisir sexuel de la femme, que la femme a du désir, a envie d'avoir des rapports sexuels. Donc, du coup, quand la femme arrive dans ce moment de sa vie où elle devient mère, elle est dans cette ambiguïté. Il y a une réalité physique et psychique, ça on est d'accord, mais il y a aussi cette culture et cette vie dans la société qui a un petit peu de mal à lâcher les femmes par rapport à ça. Hein. Voilà. Mais alors, est-ce qu'il y a quand même des femmes qui vont se sentir pleinement comblées par ce statut de mère? Oui, après, tout dépend. C'est quelque chose de très complexe. En fait, tout dépend pourquoi il y a cet enfant, pourquoi cet enfant arrive dans la vie de la femme, de l'homme, de ce couple. Hein. D'abord, est-ce que ça a été un choix ou pas? Est-ce que cet enfant est arrivé un peu comme ça, hein, par hasard? Est-ce que c'était un désir profond de la femme mais pas de l'homme? Est-ce que c'était un désir profond de l'homme et pas de la femme? Parce que ça aussi, hein, la femme peut avoir un enfant pour faire plaisir à l'homme. Hein. Il ne faut pas non plus penser toujours que c'est la femme qui désire l'enfant. Et donc, du coup, il y a des femmes qui vont, par le biais d'avoir un enfant, acquérir un statut social de mère, parce que c'est comme ça qu'elles envisagent leur vie, leur épanouissement et leur position dans la société. Pardon. Et donc, du coup, cet enfant, c'est ça qui est important, ce n'est pas son couple. Et elle va parfois utiliser cet enfant pour ne pas retourner dans la sexualité. Mais dans le premier mois, donc ce postpartum hein, qu'on appelle là, c'est un peu ces 40 jours où la femme vient d'accoucher, où je vous disais tout à l'heure, elle a besoin d'enveloppement. Il faut penser que pour accoucher, la femme ouvre son corps. Oui. C'est un lieu de passage. Le fœtus passe de l'état aquatique à l'état terrien. Donc, c'est une ouverture. Donc, pendant le mois qui suit l'accouchement, la femme a besoin de refermer son corps. Donc, vous comprenez bien que mettre un pénis dans un vagin, ce n'est pas possible à ce moment-là, puisque c'est une ouverture qui doit se refermer. Et c'est pour ça que la femme a besoin des bras de son ou sa partenaire pour justement l'aider à refermer ce corps. Et donc, quand on a un orgasme et qu'on fait l'amour, on sécrète de l'ocytocine, ça tout le monde le sait maintenant. Mais qu'est-ce qu'on sécrète quand on accouche? Pareil, de l'ocytocine. Donc c'est en fait un peu, quand la femme a accouché, c'est comme si elle vivait dans son corps un espèce d'orgasme permanent. Donc elle ne va pas aller chercher dans une relation sexuelle classique ce qu'elle a déjà. Et cette période est très particulière, des 40 jours. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes dans le carême des 40 jours. Ah oui, mais aparté, si tu me permets encore. Mais c'est pas tout à fait la même chose là. Non, en fait, non. C'est la petite. Non, je dis 40 jours. Ouais. C'est parce que partout dans le monde, toutes les femmes, 40 jours après accoucher, ont cet état un petit peu de métamorphose. Donc, c'est un petit clin d'œil. On est pendant la période. Mais que ce soit ton premier enfant, ton deuxième ou ton troisième enfant, où il y a quand même quelque chose qui se joue. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que, en fait, c'est un moment de mutation. C'est pour ça que je faisais l'allusion au carême. Voilà, ouais. Parce que c'est un moment de mutation. Voilà. En fait, 40 jours, c'est dans la physiologie animale humaine. C'est le temps dont on a besoin pour s'adapter à ce nouveau statut et cette nouvelle position. D'accord? Moi, j'explique ça aux femmes. Voilà, on est dans la chrysalide. Donc, cette image, vraiment, j'ai mon bébé dans les bras, donc il n'est plus dans mon bras, là, mon partenaire qui me tient. Et là, voilà, je me reconstitue et après, je vais me réouvrir à ma vie de femme et de mère. Donc, le postpartum immédiat,
effectivement, il n'y a pas une sexualité, ce qu'on pourrait appeler classique, c'est-à-dire un pénis Ouais. dans un vagin. Après, il y a, voilà, donc D'autres choses, des oui, alternatives, oui, j'entends voilà, des caresses, des choses comme ça. voilà, c'est Et ça. alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est quand tu reçois des parents, des mères, qu'est-ce que tu entends en fait? Pourquoi on vient? Qu'est-ce qu'on vient te dire? Ben, en fait, j'ai pas envie, j'ai pas la tête à ça, je pense à autre chose, mon corps est là, mais ma tête est pas là. Souvent, c'est des problèmes de désir, hein, plus que de… Parce que des fois, les femmes disent, ben, une fois que je suis dedans, ça va, mais c'est le désir. Pour Ouais. faire l'amour, on a besoin d'être disponible à soi. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut s'occuper de soi. On ne peut pas faire l'amour si on n'est pas disponible à soi. Et donc, si on est vraiment, la présence de l'enfant est prégnante dans la tête, dans le quotidien, c'est difficile de prendre de la distance vis-à-vis de l'enfant pour aller vers cette sexualité. Oui, donc Mais en fait, il y a autre chose qui se cache derrière le j'ai pas envie. Enfin, il y a… oui, Ouais, ben, on retrouve cette culpabilité d'aller s'occuper de soi et en plus dans un plaisir complètement égoïste. ouais. Parce que dans la sexualité, bien sûr, on donne du plaisir à l'autre, on en reçoit, mais on va surtout aller chercher du plaisir pour soi. Et donc, il y a cette espèce de culpabilité en disant, mais je suis mère, mais non, il faut que je m'occupe de mon enfant, il faut que ma Ouais. maison soit parfaite. Et il y a toujours cette ambivalence un petit peu compliquée de se laisser aller dans ce plaisir. Mais là, tu parles d'une disponibilité euh, psychique, mais est-ce qu'il y a aussi des freins physiologiques après, Alors, je veux dire, les 40 jours, après cette période dont tu parlais, est-ce qu'il peut y avoir des freins physiologiques ou pas? Normalement, au bout de 40 jours, c'est après 40 jours que l'on fait la visite postnatale. Et souvent, les femmes attendent cette visite pour avoir le feu vert de la sage-femme ou du D'accord. gynéco pour reprendre les relations sexuelles. Pourquoi? Parce que tout simplement, le bébé est passé par le vagin, ou même s'il y a eu un accouchement voix haute, hein, il y a une cicatrice. Donc, elles ont besoin de savoir quand même si le corps est réparé de ce passage de l'enfant, ce qui est normal. Il peut y avoir des points, le col de l'utérus doit se refermer, l'utérus se cicatriser où il y a eu le placenta. Donc, c'est normal qu'elles aient besoin d'être rassurées en se disant « mon corps peut de nouveau accueillir cette sexualité ». Ouais. Tout à fait logique. Après, quand moi je le dis aux femmes, quand vous le sentez, vous pouvez avoir des rapports quand vous le sentez dans votre corps. Mais c'est normal aussi d'avoir besoin de se rassurer par rapport à ça. Les accouchements voix haute, hein, donc une césarienne, les femmes peuvent avoir quand même une perte de sensibilité au niveau du ventre, elles peuvent avoir un peu des désagréments parce que c'est quand même une intervention qui vont durer un peu plus de 40 jours. Donc c'est aussi normal qu'elles se posent des questions et qu'elles y aillent doucement et qu'elles aient besoin d'avoir un avis pour être rassurées. Hein. Ouais. Voilà, Bah, toujours le fait j'allais dire, de prendre soin de soi pour ensuite être disponible et prendre soin des autres. tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est toujours dans cette optique. Alors, tu parles, là, on s'est beaucoup centré sur la mère, sur son Oui. corps, sur sa disponibilité, et on n'a pas parlé du partenaire qui peut-être a vécu la période alors de l'accouchement, mais aussi de la grossesse, peut-être différemment. Comment tu accompagnes ce partenaire? Alors, ce partenaire, il y a différentes situations. Après, ça va dépendre aussi de la sexualité qu'il y a eu pendant la grossesse. Il y a des couples qui n'ont aucune sexualité pendant la grossesse parce que D'accord. souvent, alors, c'est pas tout le monde, mais souvent, c'est l'homme qui a du mal parce qu'il a peur de faire mal au bébé. Hein. Surtout… Et ça, on peut le rassurer? Il ne fera pas oui, mal au bébé? non, 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 en Voilà. aucune façon. Il faut Jusqu'au savoir dernier moment? jusqu'au dernier moment. Voilà. Quand une femme enceinte a un orgasme, mais l'enfant, il est juste super bien lui aussi. Il ne peut pas faire mal à l'enfant. C'est pas possible. D'accord? Bon, après, c'est normal qu'il ait cette peur-là. Et puis, ben, on n'est pas deux, on est trois, hein, quand même. Hein, parce Ouais. qu'en grossesse, il y a quand même la présence du bébé. Il faut savoir qu'il ne bouge plus au moment du rapport, etc. Il se fait discret, mais c'est quand même compliqué. Donc,
selon ce qui s'est passé pendant la grossesse. Si le couple a eu une sexualité épanouissante pendant la grossesse, l'après-accouchement va passer, bon, bah, ok, il y a une période où on ne va pas avoir nécessairement une sexualité et puis souvent les choses vont reprendre leur cours. S'il n'y a pas eu de sexualité pendant la grossesse, des fois, on a du coup des partenaires qui sont un petit peu impatients en se disant, bon, ben maintenant, il n'y a plus le bébé, ton corps, il est redevenu, bon, moi, j'aimerais bien qu'on reprenne cette sexualité de pénis dans vagin, parce que c'est toujours pénis dans vagin, hein, c'est ça hein, qui pense, alors qu'il y a autre chose au côté. Et là, du coup, la femme, si c'est dès le début, elle qui est dans son espèce de cocon, de sa réappropriation de son corps, elle a une espèce de pression où on est en train de lui dire, bon, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Et là, ça braque et ça peut poser des problèmes. Après, il y a des partenaires, il suffit justement de leur expliquer ce que je viens d'expliquer et ils disent, ah bah oui, ok, oui, bah oui, ça paraît logique. Parce que quand on l'explique, c'est tout à fait logique. Voilà. Et donc, du coup, ils vont être beaucoup plus présents, enveloppants, et puis les choses vont reprendre tout doucement. Et puis, il y a encore une autre situation, il y a les hommes qui ont pu être choqués par l'accouchement, parce que ça, on n'en parle pas. Et c'est terrible. Des fois, moi, en tant que sage-femme hospitalière, j'ai vu des gens dire « Ah, mais venez voir votre bébé, on voit la tête. » Ben non, pour l'homme, le sexe de la femme, c'est érotique. Ouais. Donc, voir une tête de bébé qui passe par le sexe de sa femme, ça peut être juste hyper traumatisant. Il y a des hommes pour qui ça ne pose aucun problème. Il y a des hommes pour qui ça pose un problème. Du coup, eux aussi, ils vont avoir besoin de beaucoup de temps pour revoir leur femme avec un corps de femme érotique et pas avec un corps de femme qui accouche. Et ça, il faut aussi les accompagner. Le problème, c'est que c'est compliqué parce que les hommes… Et toi, tu peux les accompagner? Tu vas accompagner les hommes dans cette situation où ils Bien ont sûr. besoin d'un suivi autre? Non, c'est bon? Non, moi, je peux parce que j'ai des consultations qui s'intitulent accompagnement à la parentalité et c'est justement ce que je propose aussi à l'Institut, c'est les couples qui ont cette difficulté de se situer dans la parentalité, dans leur sexualité, comment être présent suffisamment juste pour leur enfant, mais juste pour eux aussi. Et c'est compliqué. Et il faut dépasser aussi ces images parce que c'est difficile hein, de voir un accouchement. C'est quand même quelque chose qui peut être dur. Et alors, est-ce que le partenaire ne se sent pas en difficulté, ne se sent pas coupable d'avoir justement cette difficulté alors que eh bien, sa femme a vécu cet accouchement, est devenue mère? Est-ce qu'il n'a pas une culpabilité de porter ce regard sur elle, de se dire je ne peux pas avouer que voilà, je suis en difficulté, que je la vois autrement? Est-ce que c'est facile pour eux d'avoir une parole libérée? Déjà, à la base, ce n'est pas facile. Donc, dans ce moment-là, c'est encore plus compliqué. C'est vrai que les hommes n'ont pas l'habitude de parler de ça et de leurs difficultés, et notamment par rapport à la parentalité, alors encore moins par rapport à la sexualité. Ouais. Et en tant que sexologue, ce qu'on voit régulièrement, c'est des hommes qui ont des problèmes d'érection, mais après, les autres problèmes, ils ne vont pas venir parce que pour eux, non, on n'en parle pas. C'est aussi très tabou, la sexualité masculine, parce qu'elle est très codifiée dans la virilité, l'érection, voilà. Et encore une fois, pénis dans le vagin, enfin, c'est codé comme ça. Donc, pour eux, c'est très compliqué d'aborder le problème. Et je vois des couples… Alors, pas en postnatal, mais 6 mois, 1 an après, des fois qui viennent me voir et souvent l'homme va dire oui, mais c'est elle qui n'a pas de désir, c'est elle qui a un problème. Et c'est souvent remis sur la responsabilité à la femme. Oui. Et quand on décortique un petit peu, il y a aussi des fois quand des accouchements ne se passent pas bien, la peur de perdre l'enfant, de perdre sa partenaire. Et cette peur viscérale, vraiment cette peur profonde, peut avoir un impact sur le désir. D'accord. Hein, puisque la sexualité, c'est une pulsion de vie. Hein, et donc, quand on a eu peur, vraiment une peur viscérale, on peut couper complètement son désir. Mais ce qui est difficile, c'est ça, c'est la parole dans le couple, parler après l'arrivée d'un enfant, parler, c'est compliqué. Ça commence hein, à venir, mais c'est encore difficile à aborder comme sujet. Et alors, un petit peu plus tôt, alors c'est vrai que je le disais au tout début de l'entretien, c'est-à-dire que tu es sexologue, mais tu es aussi sage-femme. Donc, tu vas suivre les femmes par rapport à la rééducation
Du périnée. Ouais, du périnée. Donc, tu vas prendre aussi ce temps-là pour les accompagner. Tu me disais que tu profites de ce temps-là pour qu'elles puissent, bon, effectivement, elles sont devenues mères, mais pour leur permettre de réinvestir leur statut de femme également. Comment tu les accompagnes là-dedans? Alors, pour moi, la rééducation du périnée, en fait, il ne faudrait pas que je l'appelle rééducation du périnée, mais médicalement, c'est comme C'est ça. ça, médicalement. Oui. Voilà, mais en fait, ce n'est pas qu'une rééducation du périnée. Moi, comme je dis, on fait le rangement du corps. Hein, on a fait la fête, là, comme quand on fait la fête dans le salon, on pousse les meubles le long des murs. Bon, bah, maintenant, on nettoie, puis on remet les meubles à leur place. Mais c'est tout à fait ça, en fait. Je vais travailler sur rééquilibrer le corps, retrouver, chaque organe retrouve sa place, chaque muscle son tonus, pardon, rééquilibrer le bassin qui a laissé passer un bébé, le dos. Donc, je vais travailler sur la globalité du corps. Et je vais travailler sur la prise de conscience du périnée, justement, parce que souvent les femmes ne savent pas trop où est leur périnée et elles découvrent souvent le périnée au moment justement de la préparation à la naissance, pendant la grossesse, l'accouchement, etc. Et donc là, je vais leur faire reprendre conscience de leur périnée en tant que femme non enceinte. Voilà, et les réaxer. Moi, je dis, on a un axe bouche-périnée, et donc, voilà, je me remets autour de cet axe, et encore une fois, je remets mon corps, pas dans une totale fermeture, mais dans un maintien autour de cet axe, et je prends conscience de mon périnée, et en prenant conscience de son périnée, on peut re-rentrer aussi dans une sexualité beaucoup plus épanouie, puisque le périnée a un rôle primordial dans la sexualité. Chez les hommes aussi. Chez les hommes aussi, oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, excuse-moi pour terminer sur la rééducation. Cette rééducation, pour moi, c'est vraiment, je demande aux mamans de venir seules, sans l'enfant. D'abord, un temps pour elles. Un temps pour elles, voilà, en tant que femme et pas en tant que mère. Alors, quand ce n'est pas possible, quand c'est compliqué au niveau affectif pour elles aussi, parce qu'elles ne peuvent pas le faire garder, elles viennent avec leur bébé. Mais bien sûr, mais je leur dis, si c'est possible. Voilà. Si vous avez envie d'explorer ça, c'est une possibilité. Et souvent, elles font la rééducation du périnée au moment où on fait l'adaptation chez la nounou. Donc elles en profitent. Elles en profitent pour faire l'adaptation chez la nounou et venir faire la rééducation. Et c'est vraiment, voilà, on commence comme ça, le rendez-vous pour soi. Voilà, au travers de la rééducation du périnée. Et comme moi, je ne touche pas le périnée, je ne mets pas de sonde, je ne mets pas de doigts dans le vagin, elles travaillent vraiment dans leur prise de conscience du périnée. Elles viennent avec plaisir. Alors que si c'est avec une sonde ou un doigt, bon, elles vont venir, mais pas vraiment en se disant c'est un moment pour moi et pour me restructurer et me reprendre en main. Oui, tu les accompagnes dans le prendre soin de soi, en fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est important. Et voilà, je pense que le maître mot, c'est aussi prendre soin de soi, encore une fois, pour prendre soin de l'autre. Ouais. Et c'est très, très important, ça. Alors, tu disais que quelquefois, ce n'est pas facile de libérer la parole. À t'entendre, j'ai le sentiment que la communication, c'est la clé du couple. Mais malgré tout, tu sais, avec cette présence de l'enfant, cette hyper-sollicitation, le fait qu'on soit dans la performance, enfin voilà, il y a le fait que tu en parlais, le fait qu'on ait besoin d'avoir une maison qui soit rangée, enfin on a des sollicitations, 1000 sollicitations. Est-ce qu'il y a aussi une question de prise de conscience des difficultés du couple? Peut-être qu'on se dit, c'est normal, tous les couples vivent ça, et que certains ne prennent pas conscience de cette difficulté au sein du couple. Oui, il faut arriver, souvent l'arrivée, alors ça souvent pour le premier enfant, c'est un petit peu idéalisé, hein, cette vie de parent, l'enfant de l'amour, etc. On est un petit peu sur le nuage et en fait dans la réalité, c'est pas du tout ça. Moi j'ai eu des femmes qui m'ont dit je veux retrouver ma vie d'avant, voilà, et c'est compliqué. Et c'est reconnaître que aujourd'hui, on travaille, on a des obligations, il faut faire des choix et revenir à l'essentiel. Et on arrive, on parle beaucoup maintenant de la charge mentale. Et justement, moi, le travail, je me dis, mais au lieu de dire aux femmes, bon, arrête de repasser, arrête de faire ci ou ça, moi, je leur dis, non, recentre-toi sur toi, reprends du plaisir à faire l'amour et tu vas voir, tu vas baisser la pression. Parce que la sexualité, c'est quoi? C'est un antidépresseur, un anxiolytique.
Bah alors, attends, si j'entends bien ce que tu dis, finalement, avoir une sexualité épanouie résout tous les problèmes. Oh, bah tous, peut-être pas, mais ça résout beaucoup de. Non, non, mais ça résout énormément de soucis. La sexualité, on le voit bien, la violence, les gens, et notamment chez des hommes qui sont Mm. violents, virulents, euh, on a tous entendu cette expression. Oh, on réglera ça sur l'oreiller, t'inquiète pas, ça ira mieux. On a tous fait des réflexions sur nos profs ados. Oh, bah lui, hier, hein, il n'a pas Oui, dû. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. En fait, mais la sexualité apaise les tensions et les Mm. angoisses. Hein. Et donc, du coup, au lieu de chercher à se dire, bon, allez, je prends sur moi, je ne vais pas repasser. Non, non, mais prends le temps, encore une fois, d'utiliser ce que ton corps peut te donner pour t'apaiser et vivre quelque chose de sympa avec l'autre. C'est quand même plus sympa de faire l'amour avec la personne que l'on aime que d'aller faire la vaisselle. Qui nous oblige à faire la vaisselle? Je suis tellement d'accord avec toi. Voilà. Et le fait d'être dans une sexualité épanouie ne va pas résoudre tous les problèmes, mais va permettre d'avoir un regard neuf sur les problèmes et une autre vision. Hein, moi, j'ai des patientes qui m'ont dit oui, il faut que je fasse tout toute seule. J'ai travaillé justement, enfin, cette personne a accepté de travailler sur sa sexualité, de réinvestir sa sexualité. Et en fait, elle me dit ah bah oui, bah maintenant on fait l'amour et puis après on fait les choses ensemble. Ben voilà. Ah, ça, ouais, c'est une bonne formule. C'est une bonne Eh oui, formule parce que voilà, c'est ça, j'allais te dire, mais comment on fait quand. Très bien, on sait tout ça. Tu sais, des fois, on a le oui, mode d'emploi, on se dit, bah, il faut oui. faire comme ça. Sauf qu'en fait, dans un petit coin de sa tête, on se dit, mince, et alors si notre enfant a besoin de nous, et puis si j'ai pas le temps de faire la vaisselle, et si. Voilà, c'est vraiment, c'est difficile en fait. Mais Pour il a ça. besoin de quoi l'enfant? D'avoir des parents heureux et qui s'aiment. Si la vaisselle, elle est sale dans l'évier, Eh ben, on c'est pas prendra une très, autre assiette. pas très grave. Lui, ce qu'il veut, l'enfant, c'est voir un papa et une maman épanouis et pas un papa qui râle parce que maman ne veut pas faire l'amour et une maman qui fait ah oui, encore, gna, gna. Il n'a pas envie de voir ça, l'enfant. Bah, bien Donc, sûr. donc il faut baisser en fait, il faut baisser ces pressions qui montent avec toutes nos injonctions sociétales, C'est ça. qu'elles soient, voilà. Hein, on a cette image en plus avec les réseaux. Je n'incrimine pas les réseaux sociaux, hein, il n'y a pas que du négatif, mais ces images toujours de femmes parfaites, voilà. Mais Et tu as raison, hein, on l'entend autour de nous quand on vient d'accoucher. Ah, tu as un très beau bébé, comme tu dois être heureuse. oui. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, c'est crac, le bonheur nous est tombé dessus, en fait. Ouais, ouais, voilà. Et c'est difficile après, je pense qu'il y a tellement aussi d'émotions, de chamboulements. Il faut retrouver ses marques. Hein. La naissance, c'est un peu l'arrivée d'un enfant. Moi, j'aime bien utiliser ça comme métaphore parce que je dis aux parents, ben, vous savez que vous allez prendre un avion. Vous ne savez pas si Mhm. vous allez atterrir dans un pays du pôle Nord ou au Sahara. Donc, Mhm. il faut vous préparer avec 2 valises. Et vous ne savez pas quand est-ce que vous partez. Voilà. Donc, ben, il y a de C'est quoi pas déstabiliser. grand-chose, quoi. Il y a de quoi déstabiliser. Donc, vous prenez l'avion, vous ne savez pas où vous allez atterrir. Ah, ben mince, je suis au Sahara, je pensais être. Voilà. Et donc, ben, comment je fais pour vivre là-dedans? Parce que je ne connais pas ce milieu. Et voilà. Donc, il faut du temps d'adaptation. Le problème est que 10 semaines après, les femmes, il faut qu'elles reprennent le travail. Mhm. Moi, je suis effarée quand je vois ça. Je trouve que c'est beaucoup trop long, trop court. Euh, Ouais. et, et, euh, et ça va trop vite. Et donc, du coup, on n'a pas le temps de prendre de ces nouveaux repères et s'organiser, en fait. En fait, s'organiser Mhm. dans qui je suis maintenant et comment je suis. Bon, bah, Sophie, moi, je vais rester là-dessus, sur le fait qu'il faut vraiment prendre soin de soi pour prendre soin des autres, prendre soin de son enfant. On a été très, très, très bavarde. Je te remercie, c'était vraiment extrêmement intéressant. Donc, simplement, vraiment, merci beaucoup encore. Donc, on pourra retrouver tous les conseils de Sophie en replay sur le site internet dans la rubrique ressources pause-parents, sur notre site internet www.institut-parentalité.fr. On peut également te retrouver dans les locaux de l'Institut, mais aussi à ton cabinet de Bordeaux ou de Saint-Isan. Voilà, on peut vous retrouver toutes les coordonnées pour prendre rendez-vous en bas de cet écran. Merci encore, Sophie, c'était vraiment passionnant.